Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce journal sommaire. Feu vert pour le BRT. Sa mise en circulation est effective depuis ce matin. La société d'exploitation Dakar Mobilité a transporté ses premiers clients. Le ministre des Transports terrestres était à bord pour superviser ce premier voyage. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé hier un conseil interministériel sur la Tabaski. Les estimations cette année tournent autour de 810 000 têtes. Pour plus d'efficacité, Ousmane Sonko annonce des ruptures dans le secteur agro-silvopastoral. C'est un vrai problème dans l'occupation de la voie publique. Les déguerpis reviennent toujours et surtout en nombre surélevé. Les Dakarois déplorent, le sous-préfet de Dakar Plateau décortique les failles de cette situation qui indispose toute la capitale. Dans le Fouta, malgré les rigueurs du désert, un homme tient un verger qui a relevé tous les défis. En plus du blé, les arbres fruitiers dont il était impensable de les voir pousser ont suscité optimisme et joie. C'est l'œuvre d'Anchouman Konaté. Top départ du bus rapide transit BRT ce mercredi 15 mai. La mise en circulation est effective. Dakar Mobilité a commencé à transporter ses premiers clients et parmi eux en particulier, à savoir le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Philomène Constance Diagne était à bord du voyage. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition donc avec ce premier voyage du bus rapide transit avec le ministre des Transports terrestres El Malik Ndiaye. Ce mercredi, donc, le transport urbain va entrer dans une nouvelle ère. Le feu va passer au vert pour le bus rapide transit. Il vient ainsi s'ajouter aux terres pour accroître l'offre de transport de la banlieue vers le centre-ville. Que de chemin entre les premiers cars rapides des années 50 et maintenant l'évolution du transport de masse au Sénégal. Une chronique de Omar Diao également que nous allons voir et qui va accompagner l'élément de Philomène Constance Diagne pour le bus rapide de transit. Je vous le disais en titre, Tabaski 2024, les besoins pour cette année s'estiment à 810 000 têtes, dont 260 000 pour la région de Dakar, en plus de s'assurer de leur disponibilité, des conditions optimales d'une bonne fête. Le Premier ministre Ousmane Sonko prône la rupture dans le secteur agro-silvopastoral. Il veut des mesures structurelles et non conjoncturelles pour faire face à la cherté de la vie à Ramdawa. Un conseil interministériel sur la Tabaski, il se tient tous les ans à l'approche de la fête, fait le point de la situation, recueille les avis des uns et des autres et, in fine, énonce des mesures. Problème, le Premier ministre remarque que ces mesures sont souvent conjoncturelles pour simplement parer à des urgences. Or, le constat, il est là. On parle de Tabaski. On dit qu'il y a un besoin de 810 000 têtes et beaucoup d'acteurs ici ont magnifié les efforts ou les progressions qui ont été réalisées ces dernières années et que nous saluons. Et nous vous en félicitons, qui ont permis peut-être de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais ça, c'est uniquement pour la Tabaski. Le constat, c'est que, en réalité, nous continuons à être extrêmement déficitaires, ce qui se ressent au niveau des marchés. L'exemple est étayé avec l'évolution du prix de la viande de 2014 à 2023, des données de l'ANSD qui révèlent une forte augmentation. Le prix du kilogramme de viande de mouton est passé de 2 782 francs en 2014 à 4 338 francs en 2023, soit une hausse de 1 556 francs en valeur absolue et 56% en valeur relative. Et le prix du kilogramme de viande de bœuf est passé de 2 319 francs en 2014 à 3 780 francs en 2023, soit une hausse de 1 461 francs en valeur absolue et 63% en valeur relative. C'est un constat qui interpelle tous les acteurs qui sont ici, les acteurs de l'élevage, puisque ce qui justifie ces hausses, c'est la rareté du bien.
c'est l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Ce conseil interministériel s'est donc voulu plus élargi dans ses considérations, pointant une situation socio-économique insupportable. C'est d'autant plus inacceptable que le potentiel agropastoral de ce pays est immense. Ce que nous vivons est le produit ou la résultante d'un manque de vision politique sur ces questions. Et c'est là où je veux insister pour dire que les choses vont changer. Nous pouvons vous promettre que dans les semaines et mois à venir, une action spécifique sera consacrée à ce volet de notre programme pour que les choses changent réellement et profondément. Mais le changement ne pourra intervenir que si tous les acteurs comprennent, constatent et acceptent de marcher ensemble vers cette même direction. L'ambition pour le gouvernement est de tirer le maximum de ce secteur générateur d'emplois et de richesses. En attendant, les mesures sont prises pour que la fête soit belle, que les 810 000 moutons nécessaires à la Tabaski soient disponibles, que la sécurité soit au rendez-vous dans les points de vente et que les demandes de financement soient diligentées. Et justement, le Premier ministre a décliné une quinzaine de mesures d'ordre financier, sécuritaire et organisationnel pour une bonne fête de Tabaski. En voici quelques-unes qui sont lues par le secrétaire général du gouvernement. Monsieur le Premier ministre invite le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, en relation avec le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, à échanger avec les autorités mauritaniennes et maliennes pour faciliter l'importation de moutons, ainsi qu'avec les autorités gambiennes pour le transit du bétail vers les régions sud du pays. Monsieur le Premier ministre invite le ministre des Finances et du Budget, en relation avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, à veiller à l'application stricte des mesures d'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski à l'entrée du Sénégal, le long des axes routiers, au niveau des zones d'attente et des points de vente. Monsieur le Premier ministre invite le ministre de l'Industrie et du Commerce à entreprendre les démarches nécessaires auprès des provendiers pour faciliter aux opérateurs l'accès aux aliments usinés par l'installation de stocks rapprochés au niveau des points de vente autorisés et des points de regroupement du bétail à l'intérieur du pays avant leur convoyage aux points de vente. À veiller à l'approvisionnement correct du marché en denrées de grande consommation, oignons, huile, pommes de terre notamment. À prendre les mesures idoines pour lutter contre la spéculation. Donc, Mohamed El Aminou, le secrétaire général du gouvernement, qui déclinait les mesures prises par le Premier ministre Ousmane Sonko hier en conseil interministériel. Le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire est désormais de commande. Le général de division Martin Faye a pris fonction hier. C'était en présence du ministre des Forces armées. Le compte-rendu de Moussa Mané. Le général de division Martin Faye recevant le fanion du commandement, symbole d'une prise de fonction à la tête de la gendarmerie nationale. Un rituel qui marque une étape importante dans la vie de cette institution militaire. En tant que force de souveraineté, notre institution consolidera son engagement à contribuer à la sécurité ainsi qu'à l'intégrité du territoire pour mieux garantir le fonctionnement normal de l'État et en toutes circonstances et contre toute forme de menace. Pour le nouveau patron de la gendarmerie nationale, la seule présence d'un élément devra apporter sérénité et confiance à un citoyen. Aussi, les forces de la gendarmerie doivent exercer leur mission avec discernement et professionnalisme dans le respect des obligations déontologiques. Ainsi, mon plan d'action sera articulé autour du renforcement des 4 fonctions opérationnelles suivantes. Commandement, coordination, conduite, veille, alerte, prévention, surveillance, investigation et enfin, protection, intervention. Afin de garantir aux citoyens une sécurité en tout temps et en tout lieu, le général de division Martin Faye compte renforcer les unités. C'est ainsi que d'autres légions vont intégrer le dispositif de la gendarmerie. Je suis profondément honoré de vous commander
Et je suis fier de chaque femme et homme qui porte l'uniforme avec honneur et dignité. Pour le ministre des Forces armées, c'est un officier plein de qualités humaines et professionnelles qui se distingue par son sens élevé du devoir. Attentionné et humain, il est un exemple abouti du chef militaire, du meneur d'hommes dont la gendarmerie nationale a besoin pour mettre en œuvre les hautes orientations du chef de l'État en matière de défense et de sécurité. Après avoir décliné son ordre du jour, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire a passé en revue toutes les unités qui sont aujourd'hui sous son commandement. Des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour mener à bien la mission au sein de la gendarmerie nationale. Le Sénégal a pris part du 8 au 10 mai 2024 à la Foire internationale des fruits et légumes McFruit qui s'est tenue à Rimini en Italie. Près d'une vingtaine d'entreprises sénégalaises ont étalé leur savoir-faire pour mieux exporter vers le marché européen. Le Conseil sénégalais des chargeurs qui a encadré et accompagné ses opérateurs économiques a mis en avant cette année les jeunes qui investissent de plus en plus dans l'agro-business. Envoyé spécial Aminata Mengfal. Rimini, une ville située dans la région Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie. Elle accueille chaque année des milliers de professionnels de la filière horticole à l'occasion de la Foire internationale des fruits et légumes McFruit. Pour cette 41e édition, le Conseil sénégalais des chargeurs a encore accompagné et encadré les exposants et visiteurs sénégalais. C'est une opportunité pour nos exportateurs de nouer de partenariats gagnant-gagnant et puis d'exposer une gamme de variétés de produits sénégalais qui sont susceptibles d'être exportés dans ces marchés parce que c'est des produits très prisés. Nous avons mis l'accent sur deux types de produits, notamment le piment et les oignons, parce que nous avons des jeunes qui s'activent dans ce domaine et qui commencent à pénétrer le marché européen. L'horticulture, ce sous-secteur de l'agriculture, est en constante progression au Sénégal. Le volume d'exportation a plus que doublé en 10 ans, avec une rentrée de devises de 77 milliards de francs CFA par an. Et le salon McFruit offre l'opportunité à ses opérateurs économiques d'être au fait des innovations technologiques pour répondre aux exigences du marché européen. Il faut beaucoup travailler sur l'innovation, il faut beaucoup travailler sur la qualité, il faut beaucoup travailler sur les normes de conditionnement, les normes d'hygiène, et puis il faut être apte. Donc c'est ce qui est nouveau. Cette présence pour permettre à nos futurs exportateurs quand même de pouvoir s'aligner, de voir ce qui se fait de mieux dans ce marché pour pouvoir, dans le futur aussi, être en mesure de répondre à une forte demande dans ce domaine. J'ai exporté des fruits fraîches, mais maintenant je suis rentré dans la transformation. Et au niveau technologie, ce sont les Italiens qui sont les meilleurs. Et là, j'ai des contacts avec eux. Je suis en train de travailler sur des machines. Et puis là, on a monté une unité de conditionnement, de transformation des fruits séchés, comme la papaye, la mangue et la noix de cajou. La Foire internationale des fruits et légumes a enregistré une forte présence de pays africains. Au-delà de nouer des relations commerciales, c'est aussi l'occasion de trouver des partenaires pour des projets de développement. McFruit, c'est très international. Il y a beaucoup d'entreprises africaines, il y a beaucoup d'entreprises de Cameroun, de Sénégal, de beaucoup de pays de Mali. Et je pense qu'il est le format de la McFruit qui est totalement différent. Pourquoi? Il n'y a pas seulement de business, il y a la connaissance et il y a le networking. Les entreprises qui sont ici, j'avais beaucoup d'opportunités de connaissances, de business et de rencontrer des partenaires pour les projets de développement. Plus de 25 000 participants sont enregistrés pour cette édition 2024 du McFruit. Une belle vitrine pour ces exposants sénégalais qui ambitionnent de faire de l'horticulture un levier de croissance, d'emploi et surtout un moyen de contribuer à la sécurité alimentaire au Sénégal.
Première assemblée générale des chambres de métiers de l'UEMOA. Les artisans plaident pour le financement du secteur avec un accès important à la commande publique. Le Sénégal compte décaisser 5 milliards de francs CFA chaque année pour accompagner le secteur de l'artisanat. Salut Sec. Un échantillon des réalisations des artisans exposés à l'entrée de la salle de conférence. Derrière ces belles œuvres se cache une panoplie de difficultés de ces acteurs. Dans l'espace UEMOA, nombreux sont ces artisans qui n'ont pas accès à la commande publique. L'artisanat dans la sous-région, et plus particulièrement celui du Sénégal, fait face à plusieurs défis, dont les plus emblématiques sont la facilitation de l'accès des artisans à la commande publique. L'organisation de l'apprentissage par les chambres de métiers, conformément à la recommandation du Code communautaire de l'artisanat. La protection sociale des artisans, entre autres. Cette rencontre est donc une tribune pour ces acteurs de faire un plaidoyer pour le financement de leur secteur. Un appel qui devrait avoir un début de solution. Le financement du secteur est une lancinante problématique à laquelle sont confrontés en tout cas tous nos États de l'espace communautaire, problématique à laquelle également chaque État essaie d'apporter une réponse. Dans ce chantier, la commission de l'UEMOA compte jouer sa partition pour le développement du secteur de l'artisanat au niveau sous-régional. Dans nos pays, il se trouve que la place de l'artisanat n'est toujours pas assez satisfaisante à notre goût. Pourtant, c'est un secteur qui apporte une forte contribution à la création de l'emploi et à la formation du produit intérieur brut. Je viens de citer deux indicateurs essentiels de la lutte contre la pauvreté, mais aussi du développement durable dans nos États. Cette vision de mettre les chambres de métiers, de l'artisanat de l'espace UEMOA en réseau, marque une synergie d'action des acteurs d'un même secteur, dans une même communauté, afin de renforcer les actions prioritaires en faveur du secteur de l'artisanat dans nos différents États. Cette première assemblée générale des chambres de métiers de l'UEMOA devrait être un déclic pour le rayonnement de ce secteur. Nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique poursuit sa tournée dans les régions après Ziguinchor et Sédhiou. Il s'est rendu dans la région de Tambacounda. Il a constaté les efforts des agents des eaux et forêts et des parcs pour préserver la forêt. Le parc national de Nyokolokoba, Daouda Ngom, a annoncé un renforcement des moyens et équipements. Tidiane Sissé était dans la tournée. Des tronçonneuses, des armes, des lames, des tricycles, des motos et charrettes saisis par l'inspection régionale des eaux et forêts de Tambacounda. Cette visite a permis au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique de constater le travail effectué par les agents des eaux et forêts dans le cadre de la lutte contre la déforestation dans la région. Nous avons vu le matériel qui a été saisi auprès des trafiquants de bois, du matériel lourd, qui montre que le phénomène de la déforestation a pris une grande ampleur dans la région de Tamba. Et j'en profite pour magnifier le travail qui est fait par les agents des eaux et forêts, mais en collaboration étroite avec les autorités administratives, mais également avec les forces de défense et de sécurité. Et nous allons renforcer les équipes, renforcer également en équipement, parce qu'il y a des projets au niveau du ministère de l'Environnement pour renforcer un peu le service forestier et accentuer la lutte contre la déforestation. Après l'inspection régionale des eaux et forêts, le ministre a visité la pépinière régionale avant de se rendre au niveau de la forêt classée de Botou dans la commune de Sinthioumalem, où il a appelé les populations à s'impliquer davantage dans les initiatives de restauration des forêts. J'ai commencé ma tournée depuis jeudi et c'est la première fois que je vois vraiment une activité de restauration écologique. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici à Botou. Et c'est des expériences que nous allons multiplier parce que ça permet un peu de préserver les forêts classées, de réhabiliter les forêts classées qui sont dans un état de dégradation.
Pour la dernière étape de ce déplacement à Tambacounda, Daouda Ngom s'est rendu dans le parc national de Niokolo-Koba, classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Nous avons d'abord fait l'étape à Dar es Salaam où nous avons visité le périmètre maraîcher. Par la suite, nous avons visité le camp des Lions, nous avons visité l'hôtel Cimenti. Nous sommes actuellement au gué d'Amanta. Et en visitant le parc, on se rend compte qu'il y a un énorme potentiel. On s'est rendu compte aussi qu'il y a eu beaucoup de soucis au Niokolo. Les agents font ce qu'ils peuvent. Et nous allons aussi porter le plaidoyer auprès de M. le Premier ministre et de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour un plan Marshall vraiment pour le Niokolo, parce que le Niokolo a besoin de gros financements. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a également annoncé un appui technique dans le cadre du projet CNRM pour la restauration des 913 000 hectares du parc national de Niokolo-Koba. Je vous le disais en début de journal, top départ du bus rapide de transit. Ce mercredi 15 mai, la mise en circulation est effective. Dakar Mobilité a commencé à transporter ses premiers clients, parmi eux un client particulier, c'est-à-dire le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Il était du voyage. Philomène Constance Diagne Boy était à bord. Centre d'exploitation et de maintenance de Gadaye. Point de ralliement des différents acteurs et partenaires ayant travaillé à la réalisation du BRT. Jour de mise en service oblige. Suite à l'arrivée de la tutelle, une brève visite du poste de commandement centralisé avant de faire un tour du côté de la zone de remisage des 121 bus du BRT. La prise d'information au niveau central du projet effectué, cap sur le pôle d'échange de Guédiawaye. Ici, la délégation procède au parcours du client à travers l'achat du titre de voyage avant l'embarquement à bord. 150 passagers au maximum. La qualité et l'efficacité ont été au rendez-vous, ce qui satisfait notre client particulier. Nous saluons en tout cas les maîtres d'ouvrage et nous les félicitons, à savoir CETUD et Ageroute, mais aussi Dakar Mobility pour l'excellent travail qu'ils sont en train d'effectuer. Nous félicitons, nous remercions tout le monde et au nom du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous demandons aux Sénégalais de s'approprier du projet, comme on dit sous nos BRT. Donc, au cours du trajet, le ministre a pu se rendre compte de tous les aspects pris en charge dans le projet BRT. C'est un projet aussi qui est écolo, je peux dire, parce que c'est des bus électriques. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, la transition écologique est en tout cas un enjeu de taille. L'autre chose, c'est que c'est un projet qui peut en tout cas permettre à la banlieue de respirer. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter la banlieue pour aller en ville. Mais il s'agit de développer des projets tout autour. Au-delà de tous ces aspects techniques, le ministre s'est réjoui de la forte présence des femmes à des postes stratégiques au sein des équipes du BRT. J'ai été extrêmement séduit par la composition de leur équipe, 40% quand même de femmes, surtout des responsables femmes, chefs d'équipe, chefs de car, entre autres. C'est là, ils ont en tout cas montré le chemin. Il faut aller vers le woman empowering, comme on le dit. Et ça, c'est une bonne chose. Ils ont tous été formés ici. Donc, il y a déjà le transfert de compétences. Certainement aussi, il y aura le transfert de technologie et que dans un futur proche, nous pourrons nous-mêmes gérer nos projets, l'exploitation et tout. L'aisance à bord du bus le projette déjà sur un nouveau programme qui viendra accompagner les efforts du gouvernement dans la mobilité urbaine. Il y aura au moins un autre projet avec 14 lignes, plus de 1000 bus, et ça c'est important. Mais comme nous avions l'habitude de le dire, et c'est dans notre programme, ça c'est pour atténuer un peu, en tout cas la souffrance des Dakarois, parce qu'il s'agit quand même d'une ville à grande agglomération, avec 7 millions de passagers qui vont peut-être se démultiplier par 2 d'ici 2035.
si on n'y prend pas garde, ça risque d'être très compliqué. Mais pour nous, ça c'est un projet à court peut-être et moyen terme. Mais dans le long terme, comme nous l'avons stipulé dans notre programme, il s'agit quand même de créer les territoires du développement. Aux Dakarois à qui le BRT profite, l'autorité leur lance un appel afin qu'ils s'approprient le moyen de transport. Là, on a chaque 6 minutes un bus, on va aller peut-être jusqu'à chaque 3 minutes, chaque 2 minutes, ça c'est extrêmement important. Je voudrais insister sur le volet QHSE. Ça doit être la nouvelle culture, le nouveau mindset, le nouvel état d'esprit des Sénégalais. Dans chaque chose ou dans chaque action qu'un Sénégalais doit poser, un patriote, un citoyen, il doit penser à la qualité, à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Et pour cela, nous invitons tous les Sénégalais, parce que dans le projet BRT, il y a la qualité, il y a la sécurité, il y a l'environnement. Et donc, il y a l'hygiène, de façon globale. Mais tout dépendra de nos comportements, nous, Sénégalais, dans les bus. Tout dépendra de notre comportement sur les voies publiques. Et donc, si en tout cas, on se montre un exemple, un bon responsable, il n'y aura pas de souci de mobilité, de sécurité. Et comme s'ils en étaient conscients, les premiers usagers apprécient. Ça nous aide à diminuer les embouteillages sur les routes. En plus, le bus est très moderne, c'est très joli. En plus, le trajet est rapide. Ça nous permet d'empêcher les retards quand on va à l'école. Oui, avec impatience. Oui. J'étais très pressé, raison pour laquelle je l'ai pris. Mais vraiment, j'étais très content quand même. Alhamdulillah. Oui, seulement j'ai vérifié, comment dirais-je, le Wi-Fi, mais ça ne marche pas encore. Et on nous avait dit qu'il y avait un Wi-Fi. On nous a dit aussi que les tarifs doivent être revus pour certaines gens. Je ne sais pas pour qui. Mais maintenant, on voudrait quand même quelques informations pour ça. Par rapport au prix, c'est un peu cher pour les gourgourlous. Mais bon, on est obligé quoi. L'essentiel, c'est de gagner le plus rapidement de temps. Cette mise en service est progressive avec, pour le moment, 14 stations fonctionnelles. Les 8 restantes devront être livrées d'ici à fin juin prochain. On va faire une petite... Voilà, donc vous avez admiré la mise en circulation ce matin du BRT, le bus rapide de transit qui a démarré donc son exploitation commerciale. Ce mercredi, le transport urbain va entrer dans une nouvelle ère. Le feu va passer au vert pour le bus rapide transit. Il vient ainsi s'ajouter au train express régional, le TER, pour accroître l'offre de transport de la banlieue vers le centre-ville. Que de chemin entre les premiers cars rapides des années 50 et maintenant l'évolution du transport de masse au Sénégal. C'est une chronique signée Omar Diao. Les BRT aux couleurs vives d'aucun parti, si ce ne sont celles du Sénégal, sont enfin en circulation après des mois de tests. Ces bus articulés, sans bruit et avec zéro émission de CO2 toxique pour les corps et l'atmosphère viennent s'ajouter aux différents modes de transport déjà en usage dans la capitale. L'univers dakarois en expansion permanente a sécrété des banlieues dépassant les parcelles, Pikine, Dagoudane et Guédiawaye, fonctionnant un peu comme des cités dortoirs qu'il faut quitter et regagner chaque jour pour beaucoup de résidents obligés de rallier le centre-ville pour gagner leur pain. Diverses politiques de transport urbain ont été conduites dans ce pays. Déjà à l'époque coloniale, il y avait les bus GG, gouvernement général, puis ceux de la Régie des transports du Sénégal, RTS, et oui, sur les cendres de cette autre RTS née la Sotrac au début des années 70. À côté, roulaient les cars rapides Ndondi et Super, puis les Ndiagandiaye. En 2022, le TR est venu soulager les banlieusards sur un axe grosso modo est-ouest. Voilà que le BRT fait l'affaire, suivant une orientation nord-sud. Il a bien fallu déguerpir et indemniser de nombreux propriétaires le long du tracé. Cette opération a coûté son prix. Ensuite, exécuter les travaux de voirie, obligeant les automobilistes à slalomer à travers des sections sableuses, des déviations. Ces travaux laborieux achevés, il ne restait plus qu'à acquérir les bus. Le Sénégal n'est pas pionnier du BRT, mais il peut s'enorgueillir d'avoir le premier fait l'option du tout électrique 100%.
Les bus embarquent en effet des batteries qui, au bout d'un certain nombre de cycles de recharge, perdent de leur efficacité, un peu comme votre téléphone. Il faudra alors les recycler, une tâche pour laquelle on continue à chercher la meilleure solution verte. Bon, on n'en est pas encore à cet arrêt et les bus circulent sur leur voie dédiée, exclusive. Cela veut dire qu'aucun autre véhicule ne devrait leur disputer le chemin ou la priorité. Tout acte d'indiscipline et de désinvolture devrait ôter la folie de vouloir recommencer. Pendant que le BRT est sur la ligne de départ et le TER sur les rails, ailleurs on en est au projet très avancé de l'Autosky, la voiture volante. Il paraît que c'est pour bientôt. Oui, puisque nous sommes sur la route, nous reparlons de cette lancinante question de l'occupation de la voie publique. C'est pour parler des déguerpis. Ils reviennent toujours et surtout en nombre élevé. Les Dakarois déplorent cet état de fait. Le sous-préfet de Dakar Plateau explique les failles de cette situation qui indispose partout dans la capitale. C'est un reportage de Dame Silla. Au Sénégal, l'occupation anarchique de la voie publique reste toujours un problème entier. Dans les boulevards, avenues, rues et ruelles, règne une véritable cacophonie. Pourtant, dans le passé, l'ordre était de rigueur dans toutes les artères. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps pour nous conduire dans de pareilles situations? L'occupation anarchique de l'espace public est liée déjà à plusieurs facteurs. D'abord, la configuration de nos agglomérations et de nos marchés principalement, la discipline de nos concitoyens et surtout la gestion de l'espace public. Donc, voilà des trois aspects aujourd'hui qui commandent l'occupation anarchique. Pour cela, donc, il faudrait que dans nos communes, que les marchés soient structurés, d'une part. D'autre part, il faut qu'il y ait de la discipline sociale. La troisième chose, il faut que les textes, on puisse avoir des textes quand même qui répondent aujourd'hui à la problématique de l'occupation anarchique. L'occupation anarchique de la voie publique a de réelles conséquences sur la sécurité et la sûreté urbaine. Dans la capitale, par exemple, automobilistes et piétons ont du mal à circuler. Une situation chaotique, de responsabilités partagées. Dakar, auparavant, ce n'était pas comme ça. Là, maintenant, pour circuler, c'est tout à fait un problème. Vous voyez, les gens ils sont en train de marcher sur la route avec les voitures et franchement, c'est très dangereux. L'occupation anarchique, les autorités, ils doivent y prendre des mesures quand même. Des mesures draconiennes même, je dirais. Pourtant, les autorités étatiques et territoriales mènent souvent des efforts combinés pour lutter contre l'occupation anarchique de la voie publique avec des opérations de déguerpissement récurrentes. Malheureusement, ça peine toujours à régler le problème. Des fois, tu les demandes pourquoi vous êtes là. Ils vous disent que moi, je paye les quittances à la mairie. On me donne des sous de 100 francs ou de 200 francs. Mais ça, c'est pas légal. Parce qu'il y a des marchés. On a construit des marchés pour que les gens aillent là-bas. Donc si on occupe la voie routière, parfois tu vois, même sur la route, là où les voitures passent, tu vois les gens, ils mettent leurs bagages là-bas. Donc vous êtes obligés, les piétons sont obligés de passer sur la route, là où les voitures passent. Donc ça c'est anormal. Selon les autorités, il est temps de trouver une solution à l'occupation anarchique de la voie publique avec des mesures fortes et sans complaisance. Il y a un problème de suivi. Il faut qu'il y ait une police municipale. Il faut que les collectivités territoriales elles-mêmes prennent en charge effectivement la question de suivi. Quand on enlève des gens qui étaient quelque part où ils ne devaient pas être, il faut que la collectivité locale crée des conditions de pouvoir maintenir effectivement cet espace propre. Au Sénégal, les régimes se succèdent et l'occupation anarchique de la voie publique persiste. Malgré les opérations combinées des autorités étatiques et territoriales, les déguerpis continuent toujours de dicter leurs lois sous le regard impuissant des riverains. Voilà, merci beaucoup, Dame Silla, sur l'occupation de la voie publique. Son nom s'est révélé au grand public après sa prouesse sur la culture du blé à Matam, dont il était impensable. Mais ses ambitions dépassent même les frontières de cette culture du blé. Antoumane Konaté tient un verger de 12 hectares à Soringo, défiant certains connaisseurs qui affirmaient qu'il était impensable de faire des arbres fruitiers dans le désert de Matam, du Fouta. Ibrahim Pabidje du RT5 Matam. On l'appelle Antoumane Konaté, mais nous le surnommons le dompteur du désert. À ses tout débuts, lorsqu'il cherchait conseil auprès d'un expert forestier,
sur les chances de réussite de son projet d'arbre fruitier ici au Fouta, grande a été sa surprise. Impossible, c'est la réponse qui lui a été servie, nous confia-t-il. En 2011, que j'ai pris ma retraite pour dire qu'il faudrait que je réalise le rêve que j'avais, c'est-à-dire de commencer avec les arbres fruitiers. Parce que dans la région de Matam, on nous a mis, depuis qu'on est tout petit, qu'on ne peut pas faire des arbres fruitiers dans la région de Matam, ça ne marche pas. Il fallait aller en Casamance pour qu'on puisse avoir des manguiers, des orangiers. Donc c'était impensable. Cet ancien émigré gagne sa vie à partir de cette activité et crée des emplois. Là, j'ai 4 postes à temps plein. Bon, 4 postes à temps plein. Mais quand c'est les périodes de récolte ou de repiquage comme ça, j'arrive à employer jusqu'à 20 personnes, 30 personnes par jour. Dans l'autre périmètre, des bananiers aux couleurs verdoyantes forcent l'admiration. Ça prouve qu'on peut faire aussi de la banane dans la région de Matam et avoir des résultats. La banane dans la région de Matam, on peut dire qu'on n'en a pas. Donc les productions de bananes qu'on reçoit dans la région, elles viennent de Tamba ou ailleurs. Antioumane est aussi un grand producteur de maïs. Cette parcelle est en phase de maturité. L'autre a donné ses premières récoltes. Moi, mon problème, c'est l'eau. Je vous assure, si j'avais suffisamment d'eau pendant toute l'année, ce que vous voyez là, vous verrez autre chose. Ce n'est pas ça que vous verrez là. Parce que le bras du fleuve que je ravitaillais, il est ensablé. À partir du mois de mars, fin mars, avril, mai, juin, jusqu'à juillet, j'ai plus d'eau. Ce natif du village de Soringo est un homme de défi. Son quotidien démarre dès les premières lueurs de l'aube jusqu'au coucher du soleil. À la pause, il a ses endroits préférés, ce manguier et cet arbre ombrageux où il fait sa sieste sous le gazouillement des oiseaux. Voilà, donc c'était le portrait d'Antioumane Mané, surnommé le dompteur du désert. Voilà, merci à vous tous de votre attention, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof. déet waay fii kenn du fi jaar yow it kaay ma wan la